Le test des AirTags, ils sortent ce vendredi 30 avril 2021, mais iWeek les a déjà essayés. Elles ont précédé les AirTags de 3 jours, les mises à jour des OS, dont iOS 14.5 et une fonction de protection des données personnelles qui menacerait le modèle économique de Facebook. On va tout vous expliquer et je vous guiderai dans le tuto audio pour bien paramétrer cette fonction baptisée ATT. La production du M2 lancée à grande vitesse, c'est l'une des infos de la semaine, avec de nouveaux résultats trimestriels records pour Apple. Enfin, si vous avez un garage dans votre maison, Ellie vous dira si vous pouvez compter sur le kit Meros à 30 € pour piloter votre portail. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Et salut François. Salut Benji, salut Ellie et salut tout le monde. Bon alors pour bien commencer cet épisode 36, je suis heureux de vous annoncer notre premier partenariat, un partenariat média avec le magazine de référence pour nous dans l'univers Apple. Il s'agit bien sûr de l'excellent iCreate. iWeek et iCreate désormais partenaires chaque mois. Alors je vous retrouve pour mon humeur du moment. Si vous n'imaginez pas Tim Cook dans Camping Paradis, je vous conseille de découvrir ma première chronique dans le numéro 179 d'iCreate qui vient d'arriver en kiosque et en numérique, en PDF sur iCreate.fr. Alors en couverture de ce nouveau numéro, plus loin avec iCloud, c'est la couve et c'est vrai qu'iCloud regorge de plein de subtilités qui sont pas toujours très simples, très claires, même pour nous. iCreate vous explique comment optimiser votre espace de stockage et garder tous vos appareils Apple parfaitement synchronisés. Également au sommaire un comparatif des meilleurs moniteurs USB-C et un dossier sur les meilleurs moyens de vaincre les logiciels malveillants tout en vous assurant que vos activités restent privées. Ça tombe bien, ce sera justement l'un des sujets du jour dans iWeek avec cette fameuse fonction ATT d'iOS 14.5 qui fait trembler Facebook. Alors ce partenariat avec iCreate, les amis, il va nous donner de la visibilité auprès des dizaines de milliers de lecteurs d'iCreate qu'on salue tous les trois. Vous êtes des auditeurs potentiels pour nous, pour iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et si vous nous découvrez à l'occasion de cet épisode 36, eh bien on vous souhaite à vous particulièrement la bienvenue. Et puis pour vous qui nous écoutez, régulièrement, il va y avoir des exemplaires du nouveau numéro d'iCreate à gagner. Et quand ce sera jour de fête comme aujourd'hui, il y aura même un abonnement d'1 an. Alors restez à l'écoute de cet épisode 36. Je vous expliquerai tout à l'heure comment participer, mais sans attendre, donc bienvenue à iCreate. On se connaît depuis longtemps avec Alex, Nico et toute la bande d'iCreate. Et c'est un vrai bonheur de se retrouver à partir d'aujourd'hui. Bon, on revient à nous les amis et au programme du jour. On a passé une semaine de dingue, non ? Ah, c'était bien, hein. Ça va être compliqué de faire tenir en 1 heure, hein. Chargé. Bon, alors on va prendre les sujets dans le désordre parce qu'il y en a tellement. À tout seigneur, tout honneur, les AirTags, Ellie, tu les as et tu les as déjà testés à la veille de leur sortie officielle. Tu les as même dans la main, on te voit à l'image. Et oui. Et vous allez voir, c'est très sympa à utiliser. C'est très simple et très sympa. Bon, 35 €, on le rappelle, si vous les achetez à l'unité, vous ruinerez pas. Au pire, en achetant un et en essayant. Et je suis sûr que comme Ellie, vous serez très très vite séduit. 4. Et la boîte de 4, évidemment, que tu as aussi, Ellie. iOS 14.5 est là aussi depuis 48 heures. Et on vous dit tout dans un instant sur cette mise à jour intermédiaire très importante du système de votre iPhone, avec notamment cette fameuse fonction ATT qui empêche la fuite de vos données perso et qui fait trembler Facebook. Et puis on vous expliquera aussi, on vous réexpliquera le déverrouillage de votre iPhone, même masqué, à condition d'avoir une Apple Watch. François, grosse mise à jour pour iOS et puis grosse semaine tout court de mise à jour pour Apple. Je crois qu'on n'a pas arrêté de lancer des mises à jour sur nos périphériques. Bon, moi, comme vous le savez, je fais joujou avec les bêtas, donc il y a quand même pas mal de fonctionnalités que j'ai eu l'occasion de tester depuis de longs mois, parce que la 14.5 a quand même mis beaucoup de temps à sortir. Si je dis pas de bêtises, on doit peut-être pas être loin des 3 mois depuis les premières bêtas au moins.
Il y a eu macOS, enfin il y a plein de choses à se mettre sous la dent, donc c'est plutôt sympa. Et on sent une petite accélération là, même sur les nouveautés qui vont sortir. Apple est en train de sortir de l'hiver. Ouais, ça sent vraiment le dégel. Hein. Toi, Ellie, tu as testé la calibration de ton écran avec ton iPhone et un Apple TV. Alors, pas le nouveau, un modèle de la génération d'avant, en fait. Un 4K et un Apple TV HD. J'ai essayé sur 2 téléviseurs. Alors, moi, ça n'a pas marché. Mais je sais que François a fait des essais réussis. Mais c'était rigolo parce que évidemment je me suis précipité dessus. J'ai testé d'abord sur mon téléviseur qui est un LG de dernière génération. Et là j'étais très surpris, j'étais très impatient. Et il m'a répondu, mais vous avez déjà un téléviseur en Dolby Vision, votre réglage de couleur est parfait. Donc bon désolé, merci. Du coup je suis allé chercher un vieux téléviseur qui lui n'avait ni Dolby Vision ni rien du tout, c'était même un Full HD. Bon, donc, et du coup, je suis allé essayer et puis il n'a pas voulu. Il n'a pas été gentil. Tu nous racontes en détail tout à l'heure et on aura ton expérience croisée, François. Toi, ça a mieux marché ? Moi, ça a marché du deuxième coup parce que j'ai pas bien lu la notice et quand on lit pas bien la notice, ça marche pas. Mais une fois qu'on prend le temps de lire, ça marche. Bon, vous allez tout nous dire. Je crois que c'est tout à l'heure sur cette calibration, étalonnage de nos écrans désormais possible avec l'iPhone et l'Apple TV. Alors c'est une semaine vraiment blindée d'actu, je vous le disais, avec le M2 en production désormais intensive. Ça promet peut-être une WDC de folie, en tout cas un automne à nouveau chargé côté Mac. Et puis Ellie, on va en reparler, mais cette extorsion qui cible Apple, complètement folle. Ah oui, ça a été vraiment l'affaire, je pense, de la semaine. Et on va vous raconter en détail comment des hackers ont réussi à faire trembler Apple et en tout cas son sous-traitant principal. Donc, ouais. C'est rocambolesque. Ce sera dans Pommes, le journal de la semaine. Ma maison connectée, François, avec toi à la manœuvre de tes périphériques HomeKit. Quel est le programme aujourd'hui, François ? Eh ben, mon cher ami Ellie est venu à ma rescousse parce que j'ai envoyé une bouteille à la mer et elle est arrivée jusqu'à Nice et je crois que c'est Ellie ce soir qui va nous parler d'un petit objet qu'il a testé. J'ai pas l'opportunité de le tester pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de garage, donc c'est compliqué pour moi de tester un appareil qui permet d'ouvrir son garage. Je crois que je me suis trompé, donc c'est bien Ellie qui fait la chronique aujourd'hui, hein, c'est ça. Mais, c'est ça que tu es en train de me dire, François. C'est ça. Mais je vous rassure, je n'ai pas de garage non plus. Et pourtant. Bon, on saura tout à l'heure. Et puis, 2 tutos audio aujourd'hui parce qu'ils sont à la fois très simples et très utiles. Je vais vous expliquer comment effectuer la mise à jour de votre HomePod mini. Et puis, je vais vous expliquer comment paramétrer la fameuse transparence de suivi des applis sur votre iPhone sous iOS 14.5 pour cesser d'offrir vos données à Facebook et consorts. Pour nous joindre, le hashtag iWeekLSA sur Twitter, 7 jours sur 7, on adore échanger avec vous. Nous soutenir, super important, on a besoin de vous. Patreon.com/iWeek pour nous aider à développer iWeek. Et puis désormais, le podcast aussi en vidéo sur la chaîne YouTube d'iWeek à partir du vendredi. Abonnez-vous, c'est gratuit et cliquez sur la cloche pour être prévenu en premier dès qu'un nouvel épisode arrive. Allez, on plonge tous ensemble dans l'épisode 36. Inspirez, fermez les yeux et poussez sur les talons. C'était mardi, iOS 14.5 débarquait peu avant 20h heure française, pile au rendez-vous, 3 jours avant l'arrivée officielle des AirTags notamment. François, c'est une demi-mise à jour majeure. Comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette mise à jour 14.5 ? Je pense que c'est quasiment, ça doit être la plus grosse mise à jour depuis la sortie d'iOS 14 au mois de septembre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, il y a pas mal de petites nouveautés qui m'ont plus marqué. Je propose de revenir dessus et puis vous... comment ? Donc les grosses et les petites t'ont marqué en fait. Tout a marqué. Ou presque tout. tout.
Mais il y a des nouveautés qui concernaient plus les États-Unis, donc celles-là, je les ai un peu plus mises de côté, parce que voilà, je considère que pour nous, Français, on n'a pas accès à tout. Je pense en particulier à des nouveautés liées à Apple News, à Fitness Plus, etc., Ouais. qui, pour l'instant, n'est pas concerné. Hein. Je pense que la principale, et c'est celle qui a le fait plus parler sur les réseaux sociaux, c'est enfin, on va pouvoir déverrouiller son iPhone avec un masque. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, on est masqué. Il y a juste une condition. Et la condition, elle vaut 250 €, je crois. C'est-à-dire d'avoir une Apple Watch. Grâce à l'Apple Watch, en fait, vous pouvez déverrouiller directement votre iPhone. Si vous avez l'Apple Watch au poignet et que vous êtes masqué, en fait, l'iPhone va se déverrouiller parce que vous avez votre Apple Watch. Ça, c'est super pratique. Ça marche vraiment très, très bien. Moi, ça fait 3 bons mois que je l'utilise et c'est vraiment très, très pratique et très satisfaisant. Au niveau sécurisation, c'est quand même relativement fiable dans la mesure où si vous voulez accéder à des comptes, à vos mots de passe, etc., ça ne fonctionne pas avec le masque. Hein. C'est vraiment uniquement le déverrouillage qui fonctionne. Le reste, dès que ça touche un peu à la sécurité, c'est bloqué et vous êtes obligé de rentrer le code de votre iPhone. Donc voilà, il y a de quoi être plutôt confiant. Ça marche aussi si par hasard quelqu'un essaye de déverrouiller votre téléphone et qu'il est juste à côté de vous. C'est ce que je vous avais dit quand on l'avait testé. Maintenant, c'est quand même plutôt rare. Et puis, si quelqu'un déverrouille votre téléphone avec vous juste à côté, vous avez une petite notification sur votre Apple Watch vous disant votre iPhone vient d'être verrouillé. Et vous pouvez en fait directement, à partir de l'Apple Watch, le reverrouiller. Donc, ça rajoute une couche de sécurité aussi. Tu as testé, Ellie, cette fonction de déverrouillage ? Absolument, Masqué ? ça marche nickel. Ouais. Si vous voulez, on peut le faire en live après. Chacun met un masque et hop, on déverrouille nos iPhones. Et pourquoi pas ? On a peur de pendant rien, la nous. pub. Il n'y a pas de pub, mais pendant la pub, on se zut. préparera. Bon, donc ça suppose quoi ? La mise à jour iOS 14.5 sur son téléphone et la mise à jour de WatchOS, WatchOS en 7.4. 7.4, dont on C'est parlera ça. tout à l'heure. Hein. Après, Ok. c'est vrai que c'est surtout du côté d'iOS où il y a eu de grosses mises à jour. Hein. Du côté de WatchOS, en dehors de cette compatibilité-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je trouve, on sent que le paquet a vraiment été mis sur iOS. Ok. Donc voilà, Alors, testez-le. Si vous l'avez pas testé, ouais. vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, ça fonctionne bien. Voilà, faut juste avoir une Apple Watch. Et c'est hyper pratique. Avec les précautions d'usage qu'on vous a déjà données, maintenant, vous avez le feu vert de notre part. Vous pouvez le télécharger, allez-y. Il n'y a pas de bug, donc vous pouvez le faire. Ça marche à partir de l'Apple Watch série 3, c'est ça, François ? Ellie ? C'est ça. Oui. Il faut qu'elle ait moins de 3 ans. Il faut avoir Moins la compatibilité WatchOS 7 en fait, tout bêtement. C'est ça. Et la série 1 et la série 2 ont été laissées de côté à la dernière mise à jour majeure en série 7, enfin en WatchOS 7 pardon, et donc du coup c'est pour ça que ça fonctionne qu'avec la série 3 et plus. D'accord. Donc ça, c'était la première grosse nouveauté d'iOS 14.5. En deux, François. Moi j'ai mis le support des AirTags et des objets connectés du genre les vélos, etc. Moi j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'AirTags la semaine dernière, il y en a eu donc j'ai mangé mon chapeau. Mais on sentait que voilà, c'était quand même dans les tuyaux. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait vu apparaître mais qu'on n'avait pas pu tester parce qu'il fallait un objet compatible. Maintenant on peut le tester et Ellie nous en fera la démonstration tout à l'heure. Si vous avez un vélo VanMoof aussi, vous pouvez utiliser cette technologie-là, sachant que c'est ce qu'on avait dit quand on a présenté le produit il y a 3 semaines, c'est qu'il faut, les dernières versions du vélo, il n'y a pas de mise à jour possible du vélo, il faut vraiment avoir le modèle qui est compatible avec le système localisé sur iOS. Et du coup, tu vas racheter un vélo ? Non, moi j'ai pas de vélo électrique. Ouais. Ah, c'est vrai. Moi j'ai Toi, un t'es vélo. pur. C'est vrai, non, c'est vrai. Moi je suis un sportif. Bon, on arrive sur l'un des autres gros morceaux de cette mise à jour iOS 14.5, François. Elle ne concerne pas que les cyclistes. Ouais, elle concerne pas que les cyclistes, elle concerne tout le monde en fait. Vous avez dû avoir depuis la mise à jour sur pas mal d'applications un joli message vous disant cette application va traquer, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Donc il y a un tracking de publicité et vous avez une autorisation à faire pour chacune des applications. Ça fait beaucoup parler, surtout pour Facebook, comme tu l'as dit dans l'introduction, Benjamin. Moi je trouve ça plutôt rassurant et assez flippant en fait de se rendre compte à quel point même sur iOS tout ce qu'on peut faire peut être suivi et peut être traqué. Donc au moins là Apple joue carte sur table, dit aux applications vous êtes obligé de l'intégrer, vous êtes obligé de dire aux personnes qui utilisent un iPhone si vous traquez ce qu'ils sont en train de faire pour faire de la pub ciblée, et ça c'est plutôt chouette. Alors il y a une vidéo qui a été diffusée par Apple il y a quelques heures
avec cette voix off qui dit c'est une fonctionnalité qui vous donne un choix sur la façon dont les applications utilisent et partagent vos données. Alors je vous propose qu'on la regarde pendant qu'on en parle. Et si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement l'interview, je ne sais pas si vous l'avez vu, interview donnée par Craig Federighi, le vice-président d'Apple en charge de la partie logicielle, au Wall Street Journal cette semaine. Il explique la réflexion d'Apple qui a accompagné l'arrivée d'ATT, donc Application Tracking Transparency. Voilà. Il explique aussi le contexte dans lequel tout ça s'est fait, c'est assez passionnant. Et on apprend notamment qu'Apple va faire la chasse aux éditeurs qui proposent de payer les utilisateurs qui accepteront de partager leurs données. Et ces éditeurs Allociné, si tu nous regardes. Voilà, qui le feront, risquent d'être exclus, leurs applis exclus de l'App Store. Donc ça rigole pas. Apple veut pas du tout que les éditeurs trouvent des moyens de contourner ou de convaincre avec de bas avantages matériels les utilisateurs de ne pas activer cette fonction. On y reviendra tout à l'heure dans le tuto audio parce que c'est l'un des sujets du jour et je vous expliquerai comment paramétrer cette fonction et à quoi correspondent les deux réglages possibles notamment. Elie, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de ATT dans iOS 14.5 ? Écoute, moi je trouve que c'est très bien, c'est dans la droite ligne de ce qu'avait dit Tim Cook et dans l'ADN d'Apple, donner le choix à l'utilisateur, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit, d'autres auraient pu le bloquer, d'autres l'ont fait d'ailleurs, de blocage des publicités, et donc c'est comme ça. Là c'est vous qui choisissez, vous pouvez en laisser passer certaines et bloquer d'autres. Moi je trouve que ça c'est très très bien, il n'y a pas de quoi avoir peur, il faut prendre les utilisateurs pour des gens responsables et pas pour des vaches à lait inconscientes. Donc, Bon, on reparlera de Tim Cook et de Mark Zuckerberg tout à l'heure dans Pommes avec une histoire incroyable qui remonte à 2019 et qu'on va vous raconter tout à l'heure. On est toujours dans cette mise à jour iOS 14.5, François. Grosse mise à jour, tu le dis, c'est la plus grosse mise à jour depuis l'arrivée d'iOS 14 en septembre. Ceux qui ont 2 cartes SIM vont être contents. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on avait la possibilité d'avoir qu'une carte SIM réelle 5G. Maintenant, même la carte SIM virtuelle peut être en 5G. Donc ça vous permettra en fait de pouvoir avoir 2 lignes 5G si ça vous intéresse et si vous aimez la 5G. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Si vous aimez les eSIM. Oui. C'est ça, et si vous aimez les eSIM, mais ça de toute façon, vous étiez obligé d'avoir au minimum une eSIM. Donc maintenant, votre eSIM pourra aussi être 5G. Donc voilà, ça va sans doute satisfaire du monde, je pense. C'est dommage d'avoir un iPhone 5G et de ne pas avoir de compatibilité 5G quand même. Ouais. Mais moi j'ai une question quand même. Si on a 2 cartes SIM 5G, est-ce qu'on est en 10G ? Sors tout de suite. Et puis t'as le vaccin anti-Covid offert en plus, donc c'est encore mieux. C'est ça. Ah bah ça tombe bien pour elle. Je le cherche toujours. C'est ça, t'es toujours en recherche. Bon, les ados vont être très très contents. Pas que les ados. C'est super, on a le droit à 200 nouveaux emojis. Alors moi, ceux qui m'ont fait marrer, c'est que voilà, vous pouvez envoyer un cœur en feu si vous le souhaitez à votre amoureuse. Bon, alors le problème, c'est que le cœur est en feu, donc c'est plutôt en mode l'amour est en train de brûler, c'est triste. Et vous avez aussi des barbus avec des cheveux longs. Ah, voilà. Ça existe. Donc c'est chouette. Et donc plus de 200. Et des couples qui s'embrassent dans tous les genres, parce qu'Apple a été très politiquement correct étant en Californie. Donc il y a toutes sortes de couples. Donc là, c'est bien. Oui. On n'arrive pas à 200 quand même avec les couples. C'est pas que les couples qu'il faut qu'il y ait 200 emojis. Bon, tu me rassures. C'est 200 en tout, c'est pas les différentes déclinaisons, parce qu'on rappelle que pour les êtres humains, il y a les différentes couleurs. Donc du coup, déjà, quand vous avez un emoji, voilà, donc ça peut monter vite. Autre petite nouveauté, vous pouvez modifier l'application de musique en streaming par défaut. C'était Apple Music et maintenant vous pouvez en mettre une autre. Oui, tu as testé, Elie, non ? Oui. Et ça marche ? Enfin Spotify, ça marche. Siri vous dit juste « J'apprends à connaître vos habitudes musicales, quelle application voulez-vous ?» Et donc là, on peut lui indiquer dans la liste, il y a YouTube Music, il y a Spotify, il y a Deezer, il y en a plein. Donc moi, j'ai cliqué sur Spotify, il m'a dit « Très bien ». Mais ce n'est pas un réglage par défaut. C'est-à-dire que de temps en temps, il demande quelle est votre application de musique par défaut. Donc il le fait, mais... Essaye de... il remet toujours Apple Music en premier, quand même. Bah oui. Mais ça marche très bien.
En même temps, qui n'a pas Apple Music, honnêtement? Il y a que des gens non sensés qui ont autre chose qu'Apple Music. Spotify Spotify jusqu'au bout. Hein. Spotify est très populaire. Hein. C'était une boutade. Je sais qu'Eli est un fervent défenseur de Spotify. C'est pour ça. Bien que je les critique de temps en temps. Tant qu'on est sur la musique, maintenant il y a des top 25 sur Apple Music pour les grandes villes du monde, dont Paris, Lyon, etc. Donc vous pouvez voir quelles musiques sont les plus écoutées dans certaines villes. Oui, mais il n'y a pas Nice, donc... Et à Brive-la-Gaillarde, on sait? Non. Non, pas encore. À Vannes non plus, d'ailleurs. Ceux qui nous écoutent à Brive-la-Gaillarde, d'ailleurs, mais... Oui, tout à fait. Si vous êtes sur Twitter, faites-nous un coucou, d'ailleurs. Ça pourrait être marrant de savoir d'où viennent nos fidèles auditeurs. Ça pourrait être sympa de le voir, je pense. Oui, quel est ça? Oui, quel est ça? C'est le hashtag à utiliser sur Twitter. Dites-nous où vous êtes. C'est vrai que ce serait sympa de savoir où vous êtes. Très bonne idée, François. Ce petit sondage express. Toujours dans le monde de la musique, François, cette fois, une petite nouveauté qui concerne les paroles. Ouais, on peut même partager des morceaux de paroles. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, si vous écoutez une chanson particulière, vous pouvez envoyer une partie des paroles à quelqu'un. Donc évidemment, c'est lié à Apple Music. C'est lié à Apple Music. J'allais le dire, c'est-à-dire qu'on peut partager des paroles si on est abonné à Apple Music. C'est ça. Je me suis embêté, en fait, dans ma bibliothèque iTunes, à aller chercher dans les sites, etc., les paroles de quasiment tous mes morceaux. Ça m'a pris un temps fou. Donc, elles sont en local, je les ai, et je ne peux pas les utiliser toujours sur mon Apple TV parce qu'Apple ne veut pas. Mais en local, sur mon iPhone, elles y sont. Voilà, passe à Apple Music, tu auras les paroles. Autre nouveauté, bonne nouvelle pour les gens qui ont réussi à trouver une PS5, vous avez moyen de jouer avec votre manette de PS5 sur iOS, sur l'Apple TV aussi, etc. Et ça doit marcher aussi avec les dernières manettes d'Xbox, la nouvelle Xbox, donc j'ai bouffé le nom. Aussi. Xbox One? Non, c'est Microsoft, moi je ne connais pas. C'est la S, je crois, ou je sais plus, bref. Ah, la S, oui, la One, c'est celle d'avant, t'as raison. Oui. Ouais, la PS5, avec la dernière Xbox. PS5, je peux tester. Eh ben vas-y, teste mon cher Eli. Allez. Ok, donc les manettes de jeu, super. Pourquoi pas. Et puis dernière petite nouveauté, il y a eu des soucis avec les batteries sur les iPhone 11. Donc 11 classique, 11 Pro et 11 Pro Max. Donc il y a une recalibration avec iOS 14.5 de ces batteries. Théoriquement, en fait, les gens ont retrouvé un état de batterie qui était un peu meilleur. Vous savez, quand vous allez vérifier l'état de votre batterie sur iOS, il vous donne un niveau de pourcentage d'usure de la batterie. Ouais. À partir du moment où vous êtes en dessous de 82, Apple considère que la batterie est bonne à changer. Et donc sur les iPhone 11, ça a permis en fait de retrouver un peu de durée de vie à la batterie. C'est ce que j'ai lu, j'ai plus d'iPhone 11, donc j'ai pas pu tester, mais visiblement ça a l'air plutôt efficace d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'on gagnait en autonomie de manière parfois assez importante. Ça marche. Est-ce que c'est constaté sur d'autres générations d'iPhone ? C'est surtout sur les iPhone 11. Moi qui l'utilise depuis quelques temps, j'ai pas vu de grosse différence sur l'autonomie de la batterie. Maintenant, je trouve quand même que Apple a fait des progrès au niveau des batteries et on se retrouve quand même beaucoup moins rapidement, à part peut-être avec les iPhone 12 mini. J'ai eu l'occasion de le tester, je trouvais que la batterie était un peu juste, mais c'est aussi le fait que la batterie soit plus petite. Mais je trouve que sur les iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, on a des batteries qui tiennent largement la journée. Moi, ça m'arrive jamais d'être en galère de batterie en fin de journée. Par contre, tous les soirs, je le recharge évidemment, quoi. Oui. Ouais, bien sûr. Vous avez tous les deux fait la mise à jour, comme moi ? Oui. Aucun souci ? Aucun. Très bien. Aucun. Il y a un petit incident, il ne faut pas que justement les auditeurs se laissent décourager par ça. Quand vous le faites à partir de l'ordinateur, ce qu'on vous conseille de faire, il se peut que vous ayez un message en disant « Pour pouvoir connecter cet iPhone, il faut que je rajoute un composant. » Et donc, des fois, ça peut être un peu déroutant parce que maintenant, c'est plus iTunes, c'est dans le Finder qu'on rajoute le composant. Mais bon, il faut lui dire oui, et là, l'iPhone en 14.5 apparaît et tout va très bien. Ouais, j'ai eu droit, moi, notamment. Voilà. C'est toi pour aussi, ça. François ? Non, parce que moi, je fais la mise à jour directement sur OTA. Ouais, bien sûr. Et il faut avoir de l'espace de stockage sur votre Mac. Oui, sur votre iPhone. Pour sauvegarder votre iPhone si vous faites une sauvegarde. Ah oui, mais moi je paye, tu sais, je donne tellement d'argent à Apple que... Ah, tu l'as fait sur iCloud directement.
Ouais, moi je fais la sauvegarde sur iCloud. D'accord. Très bien. Bon, bah voilà, donc iOS 14.5, foncez dessus. Conseillé par la rédaction. Voilà, tout à l'heure, alors, on se retrouve à la fin de cet épisode pour le tuto sur l'activation de cette fameuse fonction ATT qui va vous permettre de choisir à quelles applis vous acceptez, avec quelles applis vous acceptez de partager vos données pour qu'elles les revendent en fait à des tiers. C'est ça la finalité. On va passer à une autre mise à jour. Alors, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais il y a quand même une fonction très importante qui arrive en français. C'est sur iPad OS 14.5, donc l'équivalent sur iPad de la mise à jour sur iPhone. Et c'est cette fameuse fonction qui s'appelle Scribble en anglais, qui s'appelle griffonner en français, Oui. à laquelle Jean-Christophe tient beaucoup, beaucoup. Et il faudra lui demander si ça marche bien. Et ouais. Alors je crois que Jean-Christophe a un clavier américain, parce qu'il s'en sert davantage en anglais, et la fonction était dispo en anglais. Mais en français, je suis certain qu'il l'essaiera. Et on va vérifier auprès de Jean-Christophe, qui est le grand spécialiste français de griffonner. Du griffonnage. Et de Scribble, absolument. Bon, on en parlait dans le sommaire. Cette nouvelle fonction de calibration ou d'étalonnage. C'est magique. Notre ami Sylvain Bartoli, qui était un fidèle de Broadcast Time sur Watch et qui est peut-être à l'écoute, me dira quel est le bon terme à utiliser. Tu dis que c'est magique, François. Est-ce que peut-être on peut rappeler ce qu'on a découvert pendant la keynote Spring Loaded du 10 avril On a été assez surpris de cette fonction. Hein. Ouais, et puis celle-là, elle n'était pas attendue. En fait, quand vous allez faire la mise à jour de votre Apple TV, de tvOS, il y a un petit écran avec les nouveautés qui sont affichées, et parmi ces nouveautés, il y a donc cette notion de calibration. Donc on le rappelle, la calibration, le principe, c'est de mettre une source devant votre écran. Votre écran va afficher différentes couleurs. Donc généralement, c'est une sonde, c'est des appareils qui sont beaucoup utilisés dans le milieu de la vidéo ou de la photo. Et en fait, il va balancer différentes couleurs, et le capteur que vous allez mettre, la sonde, en fait, va du coup ajuster la couleur de votre écran en fonction du rendu des couleurs. Alors, petite précision. Oui, ça c'est en calibration, mais c'est pas ce que fait Apple. Apple calibre la sortie de l'Apple TV et pas de vos téléviseurs, ils n'y touchent pas du tout. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, Apple peut pas accéder directement au système de votre télé, en fait. La seule chose qu'il peut faire, c'est sur la sortie vidéo de l'Apple TV. Donc, ce que vous avez juste à faire, c'est il vous met un joli écran avec une image de votre iPhone, enfin une zone, en fait, où vous allez devoir poser votre iPhone. Ouais, quand vous cliquez sur l'Apple Sur la télé, ouais. En fait, quand vous cliquez sur la télécommande de l'Apple TV pour valider la calibration, automatiquement votre iPhone qui est lié à votre compte iCloud vous met un petit pop-up comme quand vous branchez des AirPods ou autres produits. C'est directement avec le Wi-Fi, le Bluetooth peut-être. Je sais pas quelle techno c'est d'ailleurs. Ça doit être du Bluetooth, je pense. Peut-être. Ce sera vérifié. Et donc en fait, vous avez juste à cliquer sur commencer. En fait, vous posez votre iPhone à 3 cm de la télé. Faut bien le poser à 3 cm. Pas contre, je l'ai posé contre. Sinon, ça marche pas. C'est ce que j'ai lu, c'est pour ça qu'il faut que je recommence. Voilà, moi c'est pour ça que ça n'a pas marché, il faut bien se mettre à 3 cm. Et puis là, l'Apple TV va envoyer différentes couleurs. C'est assez rapide, ça dure quoi, 3-4 secondes à tout casser, c'est vraiment très très rapide. Ah ouais. Et derrière, il va ajuster la couleur. T'as pas le temps d'avoir une crampe. Non. Par contre, c'est vrai que généralement, pour des sondes de calibration, pour l'avoir fait il n'y a pas très très longtemps, il envoie l'équivalent de 110 images, donc honnêtement, c'est long. Même si logiquement les sondes sont lestées, faut quand même mieux rester appuyé dessus pour que ça capte bien. Mais c'est vrai que là, l'iPhone, faut vraiment le mettre à 3 cm. Et après, il vous propose l'avant-après. Moi, j'ai vu une petite différence. J'ai trouvé que mon image était un peu plus jaune. C'est pas révolutionnaire maintenant. Moi, j'ai une télé. Plus jaune après ou plus jaune avant ? Plus jaune après. J'ai trouvé que les couleurs étaient plus chaudes a posteriori. Donc c'est que ma télé doit produire une image qui est un peu froide pour Apple. Et donc du coup, à tester sur plus d'images, j'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps devant la télé depuis, mais ça a l'air de marcher relativement bien. C'est à la sauce Apple, c'est hyper intuitif. Même des gens qui ont jamais fait de calibration peuvent s'en sortir, à partir du moment où on lit bien les instructions. Mais voilà, le petit côté magique, comme pour les AirPods, où on appuie sur calibrer sur la télé, et directement sur votre iPhone, vous avez le pop-up qui apparaît, quoi. Enfin, c'est magique, c'est très simple à utiliser, ça fonctionne. Bon, et toi, dans ton cas, Elise, ça n'a pas marché ?
En fait, bon, sur un des téléviseurs, pour une bonne raison, c'est parce qu'il est au top de la calibration, donc il a besoin de rien. C'est déjà du Dolby Vision. Mais par contre, il t'explique que si tu mets le téléviseur en HDR, là, il y a des chances que ça marche. Donc, je vais quand même essayer pour le fun. Mais je veux pas que ça me bousille ma sortie Dolby Vision qui est vraiment très très bien. Hein. Donc ça, c'était un. L'autre que j'ai essayé, je pense que... j'étais déjà un peu déçu que ça n'ait pas marché sur le premier. Et j'ai eu tendance à approcher un peu trop, je pense, l'iPhone de la télé. Et la première fois, il m'a dit, j'arrive pas à mesurer. Donc j'ai recommencé, il m'a dit, j'arrive pas à calibrer. Donc après, j'ai arrêté. Mais j'ai lu qu'il fallait effectivement laisser l'équivalent d'une phalange. Donc ça doit correspondre à 3 cm, effectivement, pour que la calibration se fasse. Donc je vais recommencer. Après, il y a des petits conseils. Ils disent que si vous utilisez des modes, il vaut mieux mettre la télévision en mode cinéma. Puisque vous savez, des fois, il y a... live, il y a intense, etc. Il faut le mettre en mode cinéma ou alors en pas de réglage du tout. Et c'est dans ces 2 cas que ça marche le mieux. Bon, donc la suite la semaine prochaine. Oui. Hein merci François pour ces premiers jets d'explications et d'infos sur ces mises à jour. On parlera tout à l'heure de la mise à jour d'HomePodOS 14.5. Ce sera l'objet du tuto audio pour vous expliquer comment la faire. Mais on va s'arrêter sur 2 autres mises à jour très importantes avant de passer à la suite. La première, c'est la mise à jour 11.3 de macOS Big Sur. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à en dire ? Non. Pas grand chose. J'ai rien vu de À part vos spécial. têtes, non. Non. Ça marche, ça corrige des bugs. Ça corrige a priori le bug des taches roses qu'on avait réussi à calmer avec la manip Apple, mais qui est réapparu chez certains de nos utilisateurs et c'était un tout petit peu frustrant. Donc en fait, la 11.2.3, on pensait que ça avait corrigé, ce n'était pas le cas. Et la 11.3, d'après Apple, règle définitivement ce problème. Je pense qu'on le saura très vite. Parce qu'on avait des clients un tout petit peu énervés quand même. En un mot, rappelle ce que c'était ces taches roses, Ellie. En fait, en utilisant la sortie HDMI, suivant le moniteur ou le téléviseur connecté, il y avait des taches roses qui se baladaient sur l'écran, ce qui est un tout petit peu gênant lorsque vous faites en particulier de la vidéo ou que vous travaillez dans ce milieu-là. Avoir des taches roses en plein milieu de votre écran, c'est un tout petit peu embêtant. Et Apple avait donné un correctif en resetant grosso modo le GPU de la machine. En changeant la résolution de l'écran, ça fait resetter le GPU, ça corrigeait le problème de façon transitoire, le temps de redémarrer ou d'éteindre l'ordinateur, et il fallait parfois refaire cette recalibration du GPU à chaque fois, ou parfois ça tenait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais bon, c'est pas grave, c'était pas mortel, il n'y avait pas de perte de données, mais embêtant quand même pour un utilisateur d'avoir des taches roses qui se baladent, surtout si t'as rien bu. En cas de consommation exclusive, un peu abusive d'alcool, c'est un peu normal. Hein. Ça, Apple n'y peut rien, mais voilà, et on espère que c'est réglé. Oui. On n'entendra plus parler des taches roses. truc qui est surréaliste quand même. Et sinon, quoi dire d'autre ? Il y a des mises à jour de sécurité. Ça supporte les AirTags, donc c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les nouveaux emojis. Il y a plus d'emojis. Et je suppose que ça doit gérer l'ATT aussi. Ah oui, on va dire oui. Je n'ai pas vraiment regardé, mais... Je suis pas sûr, je suis pas sûr, pas sûr du tout. Tu vois, là c'est un doute parce que comme vous le savez, je ne suis pas encore en Big Sur, mais je vais finir par craquer parce que j'ai des incompatibilités d'apps que j'utilise tous les jours. Et pour une fois, c'est vraiment probablement le système Apple que je n'ai pas installé. Et là, ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti, donc il va quand même falloir que je l'installe avant qu'on change, hein. Avant qu'on passe au 12, il va quand même falloir que je l'installe. Je vais me faire violence. C'est bien. J'ai lu que le pairage stéréo de 2 HomePod était enfin géré par macOS. Ça fait partie des grosses nouveautés, ouais. Enfin. Quand même. Jusqu'à maintenant, en fait, quand vous alliez sélectionner comme source votre HomePod ou vos HomePod, en fait, si vous aviez 2 HomePod pairés en stéréo, le système en montrait 2. Et maintenant, il en montre un seul, c'est-à-dire si vous avez 2 HomePod sur le bureau qui sont en stéréo, vous pouvez sélectionner les 2 HomePod direct, ça vous en met pas 2, ce qui est quand même assez bizarre qu'Apple l'ait pas intégré avant, quoi.
Ouais. Parce que les HomePod en stéréo, ça fait quand même 3 ans, 4 ans maintenant, donc faut pas pousser. Bon, et puis tvOS 14.5, alors je me tourne vers Mr. Eli, ici présent. Il est là. Alors, Ben, pas de grande nouveauté, hein, franchement. En dehors de la calibration. La calibration, oui, mais pour le reste, alors, on sait que le nouvel Apple TV a des nouveautés hardware, on en a parlé, mais au niveau software, c'est franchement RAS, quoi. Donc, moi, Ouais. j'ai rien trouvé. J'ai regardé dans les différents sites pour préparer l'émission. Personne ne donne de grandes nouveautés sur tvOS. ouais, Donc, ouais, il c'est est comme surtout prêt WatchOS. pour Hein. ouais. Il est surtout prêt pour l'arrivée de l'Apple TV nouvelle génération, de l'Apple TV 4K nouvelle génération dans un peu plus de 3 semaines, quoi. Oui. On n'a pas la date de sortie encore, mais Non, c'est ce qui circule sur les sites de rumeurs. Deuxième quinzaine de mai. Bon, écoutez, merci pour ce point hyper complet sur les mises à jour qu'on vous conseille de faire. Vous pouvez y aller, hein, les yeux fermés, c'est safe. On les a toutes faites. Comme on dit, en revanche... Faut juste tu vas le cliquer au dire, bon François. endroit si vous les faites les yeux fermés, quoi, c'est tout. Voilà. Et merci François. Et puis, on vous rappelle toujours ce conseil de base, c'est faites une sauvegarde avant de les installer. Comme ça, dans le pire des cas, vous pourrez restaurer votre sauvegarde. Comme on dit. Allez, on marque une courte pause et on passe aux infos de la semaine. Pommes, le JT de la semaine, les infos à bien avoir en tête en ce jeudi 29 avril 2021. On commence par la production intensive du M2 qui aurait commencé courant avril selon Nikkei Asia. Le site d'information financière japonais très sérieux évoque une arrivée du successeur du M1 dans la deuxième moitié de l'année, ça on s'y attendait, et donc potentiellement à partir du 1er juillet, tout est possible. La deuxième génération de processeurs Apple Silicon fabriqués par TSMC est annoncée dans un portable au moins. Il est question de MacBook et potentiellement dans d'autres Mac. On va rappeler que les ventes de Mac ont grimpé de 29% en 2020 et que les premiers Mac M1 ne sont arrivés qu'en toute fin d'année dernière. Le deuxième trimestre fiscal d'Apple, soit les 3 premiers mois de l'année, les résultats ont été annoncés mercredi soir et c'est un nouveau trimestre record, 23,6 milliards de dollars de bénéfices, c'est x2 et même un peu plus par rapport à la même période de 2020, plus 53% de son côté pour le chiffre d'affaires à 89,6 milliards de dollars. La progression des ventes touche toutes les gammes, iPad plus 79%, Mac plus 70%, iPhone plus 66%, Service plus 27% avec 660 millions d'abonnés payants à travers le monde et Wearables, autrement dit Apple Watch, AirPods, etc., plus 24%. C'est d'ailleurs le seul segment dont l'activité ne progresse pas. On passe, Célie, à une affaire de chantage, on le disait, complètement dingue. Donc la grosse affaire du ransomware en ce moment, qui ne concerne pas Apple directement, mais plutôt un de ses sous-traitants importants, puisqu'il s'agit de Quanta, qui est la société qui fabrique les portables pour Apple. Et donc cette société s'est fait hacker par des pirates assez connus, hein, donc apparemment. Puis un groupe qui s'appelle Revil. Bon, moi je les connaissais pas personnellement. Et ce qui s'est passé, c'est que ces hackers ont publié le schéma de fabrication des iMac 24, donc des nouveaux modèles, hein, ceux qu'on n'a pas encore mais qu'on a vu à la keynote, avec tous les détails. Hein. Il y a les pièces, il y a jusqu'aux vis, hein, c'est vraiment les schémas de fabrication complets de l'appareil, en disant à Apple, on voudrait qu'Apple nous paye 50 millions de dollars, ou alors on révélera un nouveau produit Apple par jour. Et donc, ils ont suivi cette menace par la publication, justement, du schéma de fabrication du futur MacBook Pro 16 pouces. Ah la vache. Et donc là, coup de stupeur chez tout le monde. Apple, évidemment, n'a pas réagi officiellement, puisqu'on ne peut pas commenter ce genre de ransomware. En fait, c'est du chantage, c'est les pires choses qui puissent arriver. Je pense qu'Apple est une société extrêmement sécurisée, vous le savez tous, mais peut-être pas ses sous-traitants.
Mais ça laisse quand même rêveur. Et si vous voyez en fait le schéma de montage de la machine, on voit que ça va être un ordinateur extrêmement mince, qu'il n'y a pas de touch bar et qui a effectivement une sortie HDMI, qui a un lecteur SD. On voit où sont situés les ports. C'est vraiment... Et donc, ils promettent d'autres produits et d'autres révélations. Alors d'un côté, nous sommes indignés par ce type de procédé. De notre côté, on est curieux de voir, c'est malheureux à dire, mais on est quand même un peu curieux de voir à quoi vont ressembler les futurs produits Apple. Mais bon, on espère apparemment, ça a été réglé d'une manière ou d'une autre parce que la fuite a cessé. Hein. Quelqu'un a payé. Peut-être. Pas Apple, je ne crois pas. Mais est-ce que Quanta peut payer plutôt que de perdre un contrat avec Apple qui doit se chiffrer en milliards, hein? Bien sûr. Le choix est vite fait, je pense. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est une affaire incroyable. Il s'est passé quelque chose depuis que les premières images ont été publiées, parce qu'effectivement, la fuite vers le public a cessé. Donc, peut-être qu'ils les ont capturés. Ouais. On ne sait pas. Et en tout cas, si vous voyez ces images, ou si vous ne les avez pas encore vues, il s'agit vraiment de plans d'usine. Donc, de schéma industriel. On n'a pas la texture, on n'a pas les couleurs, mais on a toute la carrosserie en transparence, quoi. C'est assez impressionnant. Et encore là, je pense qu'on a vu qu'une partie, mais bon. Bon, autre info, Steve Jobs aurait été fier de Tim Cook au moins pour une raison. Quand Tim a conseillé les yeux dans les yeux à Mark Zuckerberg de supprimer toutes les données perso des utilisateurs de Facebook qu'ils ont volées. Alors, relativement légalement, mais quand même sans leur consentement. La scène est vraiment à peine croyable. Elle remonte à juillet 2019 et on l'a appris que la semaine dernière. Facebook est alors en plein scandale Cambridge Analytica, vous vous en souvenez, 50 millions de comptes Facebook qui partent dans la nature. Les deux CEO se croisent à Sun Valley dans l'Idaho à l'occasion d'une conférence annuelle organisée par une banque d'investissement à laquelle ils participent chacun. Mark Zuckerberg demande à Tim Cook comment il aurait géré la crise. Et il s'attend sans doute à une réponse bienveillante. Le CEO d'Apple lui répond alors qu'il aurait dû effacer toutes les données perso recueillies via des applis tierces, ce qui est au cœur du business model de Facebook. Alors, Mark Zuckerberg serait resté sur le cul, selon des témoins qui sont restés anonymes, et il n'a évidemment pas suivi le conseil de Tim Cook. Alors, une semaine après Apple, Spotify a lancé mardi son service de podcast payant avec 3 tarifs possibles, 2,99$, 4,99$ ou 7,99$. Premières initiatives à voir le jour, 12 podcasts indépendants vont offrir des bonus exclusifs aux abonnés payants. Et puis NPR, l'équivalent américain de Radio France, s'apprête à lancer des versions sans pub de ces podcasts pour les abonnés payants justement sur Spotify. Alors les éditeurs doivent postuler pour rendre leur podcast payant. Tout le monde n'y a pas accès encore. Spotify ne facturera aucune commission pendant les 2 premières années. Et à partir de 2023, la commission de Spotify ne sera que de 5%, à comparer aux 30 et aux 15% d'Apple avec Apple Podcast. Alors, il ne sera pas possible de s'abonner via l'appli Spotify, sans doute pour ne pas venir donner une commission à Apple, justement. Et c'est un avantage qu'Apple aura avec Apple Podcast, puisque tout se passera au sein de l'appli, ça vous le savez déjà. Le CES sera bien de retour à Las Vegas, en chair, en os et en stand, du 5 au 8 janvier prochain. Gary Shapiro, le patron du salon dédié à l'innovation, s'était montré très optimiste il y a plusieurs mois déjà, alors que la campagne de vaccination aux US n'avait même pas commencé. Eh bien, il a confirmé ce mercredi que le CES aurait bien lieu en présentiel l'an prochain, après une édition 2021 100% online qui avait quand même fait perdre au salon la plus grande partie de sa saveur et de sa portée notamment à l'étranger. Un économiseur d'écran avec le halo manuscrit du premier Mac se cache dans la mise à jour 11.3 de macOS Big Sur, celle dont on vous parlait tout à l'heure, alors que cet économiseur d'écran est réservé a priori aux nouveaux iMac qui ne sont pas encore arrivés, mais le site 9to5Mac qui a repéré cet économiseur d'écran dynamique qui s'affiche dans toutes les langues de son choix, a aussi trouvé un moyen de l'activer sur n'importe quel Mac.
et je vous expliquerai comment faire jeudi prochain. Ce sera le tuto audio dans l'épisode 37 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Je vous parlais tout à l'heure de cette possibilité pour vous de gagner 1 an d'abonnement à iCreate, le magazine des utilisateurs iPhone, iPad, Mac et Watch. Eh bien, le moment est arrivé. Si vous voulez jouer, c'est très simple. Il vous suffit de tweeter la phrase suivante avec les 2 hashtags iWeekLSA et concours. Voilà, le tweet, le message est le suivant. Je lis iCreate, j'écoute iWeek, la semaine Apple, le podcast, et j'aime ça. C'est la base. Si vous voulez faire mieux, libre à vous. Vous pouvez améliorer ce message comme vous le voulez. Vous avez jusqu'à mercredi 5 mai à midi pour tweeter et on annoncera le gagnant de cet abonnement d'1 an à iCreate la semaine prochaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Alors pour finir cette très grosse page d'actu et d'infos, il y avait 2-3 petites choses sur lesquelles on souhaitait revenir, notamment après les 2 épisodes de la semaine dernière. Dans le feu de l'action, voilà, on a soit dit des bêtises, soit commis des lapsus. Alors, je commence par m'auto-flageller. Tac, tac. J'ai dit 2 bêtises la semaine dernière à propos de l'évolution d'Apple Podcast vers le payant. La première, c'est un lapsus. J'ai dit annuel en évoquant le règlement des éditeurs de podcasts payants. Ou freemium, mais je voulais bien sûr dire mensuel, c'est-à-dire que les éditeurs vont être réglés, payés tous les mois par Apple pour les abonnements qu'ils auront générés. Donc c'est pas annuel, c'est bien mensuel. Et puis à propos du tarif de 49 cents que j'évoquais, j'ai dit que ce serait le prix plancher par épisode. En fait, ce sera le prix plancher de l'abonnement mensuel. D'accord. Donc 49 cents ou 49 centimes d'abonnement mensuel. Et on commence à avoir de premiers éléments au niveau de l'univers du podcast français. Louis Média, qui est un des gros studios français, vient d'annoncer le lancement d'En Écriture, un podcast payant à 3,99€ par mois, sachant qu'il y aura 12 épisodes de cette masterclass sur l'écriture d'un roman, avec des interviews d'auteurs connus. Il y aura un épisode par semaine, ce qui mettra donc la série sur 12 épisodes à un tout petit peu moins de 12€. Une précision à apporter sur le Smart Keyboard des nouveaux iPad Pro et une déception pour ceux qui avaient acheté le modèle précédent, Élie et François. Ça fait mal. Oui, car les anciens keyboards ne marcheront pas sur les nouveaux iPads, alors que l'inverse est vrai. Ils ont étendu la compatibilité vers encore plus d'anciens modèles. Donc, pour inciter les gens à acheter le nouveau. Ça fait mal pour un keyboard à combien ? 400€ ? Pas loin. Pas loin. Et tout ça pour quelques microns ou millimètres. Ben oui, hein, mais le design, c'est le design. Hein. Donc, hélas. C'est dur. C'est dur. Mais ça fait parler sur les réseaux sociaux. Hein. Oh. Évidemment, parce qu'on peut les mettre à la poubelle si on veut acheter un iPad Pro de la nouvelle génération. Hein. Petite précision sur l'Apple TV 4K génération précédente. Quel est donc le processeur qui l'équipait, Ellie ? C'est un A16, donc et non pas un A8. Je suis allé trop loin dans le flashback, mais c'est vrai que ça faisait tellement d'années que je me rappelais des origines de l'Apple TV presque. Donc c'est bien un A10. Bon, n'empêche que c'est mieux un A12, mais ils auraient pu quand même aller à un A13 ou un A14. Mais bon, allez. Mais je reconnais. Mea culpa. Et en plus, je m'étais planté, mais j'avais réagi directement sur Twitter le lendemain sur évidemment la résolution 4K, hein, donc qui est bien 3800... Combien ? Je ne l'ai plus en tête. Bon, on reste en 2160p, donc voilà. Sur 2160, voilà. Voilà, tu avais corrigé sur Twitter, et effectivement, Ellie. Et puis une précision sur à propos du design de ces nouveaux iMac. Un fabricant de skins, donc d'autocollants, hein, c'est du 3M, hein, je crois. D-Brand. D-Brand, ouais. Sort des skins de couleurs pour modifier en fait l'apparence de votre futur iMac. Ce qui est fou, c'est l'écart de prix entre les skins frontaux, ceux qui peuvent changer l'apparence de la face avant, et l'ensemble qui a un tarif prohibitif, je trouve. Enfin, c'est délirant. Ah, j'ai pas vu. Vous avez pas vu ? Non. Le tarif. Non, j'ai pas vu les tarifs, mais
La totale, c'est $500. Waouh. Alors que pour la face avant, c'est quelques dizaines de dollars seulement. Mais ils ont quoi, ces skins? Ils sont faits Ben, en je sais pas, platine. je ne sais pas ce qu'ont ceux de la face arrière, mais ils sont vendus à un tarif complètement délirant. Ce qu'il faudrait voir, c'est si Ils sont les dédicacés autocollants... par Steve Jobs. Non, mais un truc très simple, déjà, il faudrait voir si les petits autocollants blancs qu'Apple livre sur la plupart de ses produits, vous savez, généralement, à l'intérieur, à côté de la garantie, il y a un petit autocollant. On ne pourrait pas en coller un sur la face avant de l'iMac parce que sinon, c'est trop triste. Ouais. C'est vrai. Sans pop. Donc, à tester. Sans pop. Mais l'un des enjeux, c'est de transformer la couleur du bezel, donc de cette bande qui entoure l'écran, qui est blanche sur les nouveaux iMac, alors que beaucoup aimaient bien le bezel noir. Donc, il y a notamment un skin pour que le bezel de l'iMac devienne noir. Voilà, et ceux-là sont à des tarifs complètement raisonnables. Donc tu dis que le fabricant, c'est Dbrand, hein, D-B-R-A-N-D. C'est ça. Bon, on ira regarder alors sur le site. On ira regarder, mais dans un instant, c'est l'un des grands moments de cet épisode 36. On les a testés, c'est toi, Ellie, qui les a, les nouveaux AirTags. À tout de suite. Yes. C'est le test de la semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ellie, et tu nous proposes en avant-première, quelques heures avant leurs arrivées officielles, le test des AirTags, donc les trackers d'Apple. Bah écoute, à toi la main, parce que tu as eu cette chance de les avoir avant tout le monde. Mais oui, donc cette semaine, en avant-première mondiale, en direct live, je vais vous faire un unboxage. Un unboxage? Quel néologisme! Et un paramétrage des AirTags d'Apple. Je sais que c'est un boulot très très dangereux, mais vous savez, il faut bien que quelqu'un s'y mette, hein, donc je me suis dévoué. Tu t'es dévoué, c'est ça. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, car je vais aussi vous faire un unboxage à nouveau du produit dont vous rêvez tous depuis la keynote. Le produit qui vous empêche de dormir. Celui qui chatouille votre carte bleue. Et je vais oser, et je sais que c'est très osé, mais je vais le faire, vous faire un déballage du produit de vos fantasmes, à savoir l'iPhone Purple. Tchadam. Par lequel on commence? Ah bah les AirTags. Je l'étais sûr. Oui. Mais, même alors, si donc, l'iPhone 12 Purple était l'annonce de la keynote pour François. Mais oui. C'est clair. Tu l'as dit, hein. Mais c'est vrai. Ça, je l'ai dit, j'assume. D'accord, c'était pour rire. Regardez comme c'est beau. Il se présente en pack de 1. Vous voyez, on peut en plus les accrocher. Et tu peux même les accrocher dans des rayons. Oui. Alors, petite remarque, comme on fait tout de suite mes commerciaux et mon magasinier, Apple a fait un système d'accrochage qui est tellement fin qu'il va falloir qu'on fasse très attention à la sécurité parce qu'il ne faut pas que quelqu'un arrache, en fait, décolle la petite bande et parte avec le AirTag. Ça serait quand même malheureux. Donc, pack de 1, mais aussi pack de 4. Donc, celui qu'on il a reste commandé. assez... Voilà, ça c'est le mien de moi. C'est pour ça que j'ai pu le tester parce que celui-là, le pack de 1, je ne peux pas vous faire l'unboxing parce que je me fais tuer. Donc, on m'a déjà répondu, tu en as déjà pris un de 4, tu vas pas nous embêter en prenant un. Donc du coup, les chefs, oui, chef. Donc, t'as raison, t'as ouvert directement le pack de 4. Des fois, ils oublient. À ta place. Voilà, donc ouvert le du pack coup, de j'ai 4, pas le droit pareil. d'unboxer le 1. Donc, je me suis vengé en unboxant le 4. Et alors, comment ça marche? Il a petite languette verte, comme d'habitude. Je fais la simulation parce que j'ai déjà sorti un AirTag, hein, sinon j'aurais pas pu faire le test. Hein. Donc il n'y a plus de languette, mais on peut sortir le produit. Donc c'est toujours très joli chez Apple. Hein. Donc on l'ouvre et regardez comment ça se présente. C'est beau, c'est Apple. Donc il y en a, bon là 3 parce que j'en ai sorti un, mais voilà, ils sont 4. C'est pas un triptyque, c'est un quadriptyque. Je sais pas comment on dit, mais... Exactement, avec les petits trucs qu'il faut. Et donc, le AirTag en question, le voici, le voilà en vrai. Il est tout petit. Il est tout fin. Montre-le-nous de face, bien. Ouais, super. Voilà, avec la pomme Apple. Alors, certains l'ont reçu avec des petites icônes de personnalisation. Moi, personnellement, je le préfère comme ça. Tout blanc. Et comment est-ce que ça fonctionne? C'est extrêmement facile. On enlève un plastique de protection qui est sur la face avant
Et ensuite, on tire sur une languette qui est sur la face arrière, ce qui provoque évidemment le contact de la pile. Donc là, il se met immédiatement à biper. Je peux vous le faire avec le deuxième, hein. De toute façon, je vais en utiliser 2. Ah bah avec plaisir. Donc, je vous le fais en temps réel. Voilà un AirPad tout neuf. Un AirTag tout neuf. Donc, j'enlève le petit plastique. Hop. Ensuite, il faut tirer sur la languette. Et là, il a fait glu, 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 glu. Donc, très bien. Oui, tu fais très bien le AirTag, Ellie. J'ai pris un cours d'AirTagage. Hein. Donc, et là, regardez. Hop, je l'ai approché. Et là, immédiatement, il me dit AirTag, connexion. Et là, il me dit, où est-ce que vous allez le mettre? Sur l'appareil photo, sur un bagage, sur un casque, sur des clés, sur votre parapluie, portefeuille, sac à dos, sac à main, vélo, veste ou non personnalisé. Et donc là, du coup, je vais non personnaliser et je vais l'appeler clé, avec un E majuscule, un E accentué, s'il vous plaît. Non, pas clé. Non, truc, il veut pas mon accent. Bon, tant pis, sans accent. Clé De voiture. Voilà. Continuez. Et donc, il me dit, choisissez un emoji pour représenter. Choisissez un On emoji voit pas ton pour écran, je pense représenter. qu'il est trop lumineux. Baisse la ouais. luminosité de l'écran, Ouais. Ellie. Yes. C'est ce que je me suis dit. Et en voyant le remontre-nous retour. parce qu'on voit rien. Oui. On n'a rien vu pour l'instant. Alors, hop. Je baisse la luminosité. Donc, il me demande de choisir un emoji. Non pas pour le graver, hein, à moins qu'ils aient un système de gravage par satellite, mais pour l'identifier par rapport à l'autre. Donc, je le ferai plus tard parce qu'il faut choisir un emoji qui ressemble à des clés de voiture. Hein. Donc, bon, Ok. on va lui dire continuer. Continuer. Il veut pas, donc il veut absolument un emoji. Bah, voilà, on va choisir un emoji avec un smiley. Ok. Tenez, c'est magnifique. Continuer. Et C'est au donc, cas où t'as perdu ton sourire. lié donc à votre identifiant Apple. Donc, je lui dis oui. Et donc là, il fait configuration. Vous voyez, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Et voilà. Et donc maintenant, il me dit, vous pouvez l'afficher dans l'app localisée. Donc très bien, il apparaît, etc. Mais pour vous montrer comment marche la localisation, parce que évidemment, si je le cache, si je le garde sur la table, ça va pas être très intéressant comme démonstration. Donc si je le cache, il faut que je me lève. Si je me lève, je perds le casque. En plus, je dois filmer avec l'iPhone, mais l'iPhone, s'il n'est pas branché au Mac, il n'y a pas d'image, donc je ne peux pas le faire. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo. Vous allez tout comprendre et je vais vous la commenter. Et donc, du coup, voilà comment ça se passe. J'ai le premier AirTag que j'avais déballé, je l'avais mis dans mon portefeuille. Et donc, tout ça pourquoi? Parce que je vous avais préparé une présentation digne de Molière, puisque j'allais vous faire la grande scène de ma cassette, on m'a volé ma cassette. Et donc, du coup, je cherche mon portefeuille qui a disparu. Le portefeuille de Ellie. Et donc, le voici. Donc, on va repasser sur la vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais voilà ce qui se passe. Pour l'instant, tant qu'il ne l'a pas localisé, on voit la pièce un peu floutée. Hein. Et là, hop, il a trouvé une direction. Il me dit, bon, bah, ils sont à 2,5 mètres. Non, vous vous écartez, c'est passé en noir. Revenez. Ils sont devant vous. Ah, ils sont juste à côté. 08, 06. Que se passe-t-il? Petit moment de suspense. 0,01, la distance est respectée. Et donc là, ils se sont mis à sonner. Il m'a dit, ils sont ici, les voici, le voilà, votre portefeuille est là. Et je l'avais caché évidemment derrière un des coussins mythiques des keynote Apple. Voilà. Et donc, c'est ultra simple, ça marche tout seul et c'est génial. Mais j'ai mieux. Ah. Mais oui, parce que je vais aussi vous faire un unboxing d'un produit qui s'appelle le Keyring. Le Keyring en couleur bleue, parce que le rouge n'est pas disponible. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un Keyring? C'est le porte-clés en cuir, à 45 €. Et oui, vous avez vu? Plus cher que les AirTags. Mais à iWeek, de toute façon, on a des moyens incroyables pour vous faire des présentations. Regardez. Tchaam. Donc, comment est-ce qu'on fait? On enlève d'abord la petite protection très jolie, qui protège le truc sans le casser.
Bon, je pense que ça peut le casser. Donc, hop. Donc, voilà le truc. Je prends le AirTag qui s'appelle clé de voiture, que c'est celui-là. Et on a le choix de le mettre soit face avant, ce qui est moche, soit face arrière, parce que comme il n'y a pas d'emoji. Donc, qui contient plutôt la pomme Apple, ce qui est très joli. On fait comme ça, et vous avez votre porte-clés avec la pomme Apple, et maintenant, il suffit d'accrocher les clés de la voiture. Voilà. Excellent. Hey. Excellent. Donc, depuis l'autre jour, on a été submergé de fournisseurs d'accessoires qui nous proposent toutes sortes d'accessoires démarrant à 4 ou 5 euros. Hein. Donc, je veux dire, on va avoir le choix. Des keyrings, il y en a à tous les prix, jusqu'au Hermès. Hein. Donc, il faut attendre, je pense, première quinzaine de mai, parce que tous ces fournisseurs ont les produits, mais ils sont généralement en Chine. Donc, on a passé des commandes. Ils vont arriver. Donc, on aura un choix assez dingue d'ici 15 jours. Pour l'instant, on a le choix du keyring Apple en cuir, uniquement en saddle bra, donc Havane, ou en deep, je ne me rappelle plus, enfin c'est bleu. En bleu, voilà. Le rouge n'est pas disponible, du tout. C'est celui-là que je voulais, c'est pour ça qu'il n'est pas disponible. Donc bon. Bon, Est-ce Ellie, que c'est vous un voulez test. quand même voir cet iPhone avant qu'on passe à autre chose? Attends. C'est un test, pardon. les AirTags. Excusez-moi. Donc, on a besoin de ta fiche technique avec les plus, les moins et ta note. Alors, bien sûr. Donc, les plus, c'est la simplicité d'Apple qu'on retrouve vraiment. La taille du produit, le poids du produit, tout ça, c'est vraiment très très bien. Le moins, sur les AirTags tel quel, j'en ai pas vraiment. Hein. Donc, sur les keyrings, c'est que c'est des produits qui sont quand même chers. Si je dois donner une note, je vais donner 5 parce que vraiment j'adore. Je trouve que l'expérience quand on recherche le produit, du coup j'ai passé 2 heures à planquer des trucs dans la maison. Hein. Et à chaque fois il les trouve. Hein. C'est assez fou, c'est fun. Donc moi je donne un 5 parce qu'à part le prix du keyring, mais certes il est en cuir, qui est plus cher que le AirTag lui-même, et puis si on en a pris 4, ça veut dire qu'il faut prendre 4 keyrings ou 4 autres machins pour pouvoir les utiliser. Donc, du coup, ça... Ouais, mais on sait que souvent, ils vont être glissés dans une poche de sac ou on n'a pas besoin de C'est les... exactement ça. Et le conseil maintenant de tout le monde, c'est surtout ne les mettez pas à l'extérieur d'une valise ou d'une sacoche ou de quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous allez vous les faire piquer. Hein. Donc, il vaut mieux, si c'est dans une valise, le mettre dans une poche à l'intérieur. Si c'est dans une sacoche d'ordinateur, pareil, dans une sacoche. Dans votre portefeuille, moi, j'y avais pas pensé, mais c'est bien pratique, parce que s'il y a un truc qu'on perd, c'est ses clés, mais des fois son portefeuille. Donc, bien sûr, avec ses pas mal. papiers et tout, ça peut être Voilà. pas mal. Ouais. Pour le reste, je ferai un test, maintenant que j'ai pu les déballer, je ferai un test en mettant un dans la voiture pour voir si ça marche dans un parking souterrain, parce qu'on m'a posé la question. Alors, s'il est dans l'étage -5, je pense qu'il n'y a pas de Wi-Fi, mais si vous vous rappelez au moins l'étage où vous avez garé votre voiture, le Bluetooth, il va jouer, hein, donc à 30 mètres, il va vous amener jusqu'à la voiture. J'espère. Mais je vais le tester parce que je perds souvent l'endroit où j'ai garé ma voiture. Donc, ça m'intéresse de savoir si ça marche. Bon, et donc tu as cette surprise qui n'était pas prévue au programme, mais tu as donc l'iPhone 12 Purple. The Purple iPhone. Et donc, en fait, je vais vous faire un déballage limité et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il est vraiment tout neuf, tout beau. Donc, on peut l'ouvrir et là, tadam, comme d'habitude, la boîte qui s'ouvre et regardez la couleur. N'est-il pas magnifique? Et pas pour moi, mais qu'est-ce que tu dis, François? Non, je disais sur l'iPhone 11, il y en avait un qui ressemblait un peu, non? Un peu, mais pas exactement. Ils ont des tons différents. Donc, on peut faire ça. Et bon, évidemment, on a ça, comme dans tous les iPhones que vous connaissez. Et malheureusement, je ne peux pas aller plus loin ce soir, car Apple détecte les activations produits. Et là, ils nous ont promis 1000 morts si jamais on l'active en ce moment, pendant qu'on enregistre. Donc,
Malheureusement, je peux pas vous montrer. Je peux vous montrer à quoi ressemble l'écran avec la pomme. Hein. Ça, on peut se Non, faire mais plaisir. on imagine. bon, On imagine. c'est comme tout iPhone. Ne prends pas de risque inutile, Ellie. C'est déjà chouette de l'avoir vu. Donc, l'important, c'est de voir la couleur. Pour ceux qui voulaient le voir. Il n'est pas tout à fait de la couleur que j'imaginais. Et non, mais c'est bien pour ça que je voulais vous le montrer. Ouais, François, je sais pas ce que t'en penses. Le voilà. Bah, ça fait plus mauve. Enfin, c'est. Il est lavande, quoi. Pastel. C'est presque le la voyais lavande, plus je vif. suis d'accord. Ouais, hein. Oui. J'essaye d'éviter les Il est à vendre, voilà. oui. Lavande. Bon. Ça fait provençal, lavande. Voilà, pour ceux que ça Non, mais c'est intéresse, joli, ça fait une couleur de plus. Ouais, ça fait une couleur de plus. Merci Ellie pour cette autre avant-première. Dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, on va te laisser remballer parce que tu es à nouveau au charbon dans 3 secondes pour Ma Maison Connectée, notre chronique HomeKit. À tout de suite. Ma Maison Connectée, c'est le rendez-vous de la domotique à la sauce HomeKit dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ellie, cette semaine, tu as proposé à François d'œuvrer à sa place. Et oui, parce qu'il a reçu un produit qu'il va nous présenter bientôt, mais il lui fallait le temps de le découvrir. Donc, il nous a promis ça pour très très bientôt. Et du coup, on cherchait un produit. Il se trouve que moi, j'ai fait une installation il y a quelques jours qui était un peu technique, qui sortait un peu des installations HomeKit habituelles, puisque j'ai essayé d'utiliser un kit HomeKit, hein, bien sûr, un kit pour piloter la porte de son garage. Et moi, j'ai pas de garage, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai un portail électrique. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut utiliser ça pour ouvrir son portail? Et du coup, comme je savais pas trop comment faire, j'ai fait appel à la communauté iWeek. Et donc, comme dit le proverbe, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules, hein, comme dans Astérix. Et donc, je vais remercier particulièrement 2 iWeekers qui m'ont aidé et sans qui je n'aurais probablement pas réussi à le faire. Donc, il s'agit donc de Falco, donc @Falco4, qui suit l'émission depuis très longtemps. Merci Falco. Et puis de Christophe Rameau, donc @Christophe34. Et tous les deux, Christophe. Et oui, tous les deux m'ont aidé à trouver comment faire. Ils m'ont donné leur expérience parce que eux avaient essayé de faire ça. Donc Christophe, lui, il avait déjà essayé avec le même kit chez lui. Donc il était dans la même situation que moi, avec un portail complètement différent. En fait, la marque est différente. Et puis Falco, je ne savais pas, mais j'ai appris, c'est un spécialiste en domotique. Et il va pouvoir nous apporter, j'espère, régulièrement ses conseils, parce que lui, c'est son métier. Nous, c'est notre passion, mais lui, c'est son métier. Et probablement sa passion aussi. Donc, d'accord. Alors, attends, j'ai une question de néophyte, parce que moi je connais pas Meros et je ne sais pas ce que c'est qu'un kit pour garage. Alors, c'est un petit boîtier. Alors, je vais vous Pardon montrer, les gars, je suis un citadin, moi je suis... On a déjà parlé de Meros, Benji, attention. Oui, non, mais bien sûr. Avec les prises. Bon, en fait, c'est un petit boîtier. C'est pour vous, je vous tends des perches. Mais tu as raison. Donc, c'est un petit boîtier avec un contact qui va normalement au mécanisme d'ouverture et un deuxième contact qui va vers des aimants, parce qu'en fait, une porte de garage, en principe, c'est vertical, hein, donc ça se pose sur le sol. Et donc, ils ont prévu un aimant qui dit, si les 2 aimants se touchent, c'est que la porte est fermée. S'ils ne se touchent pas, c'est que la porte est ouverte. Et donc, toute la complexité du projet était de dire, mais comment je fais sur un portail? Parce que du coup, lui, il s'ouvre plutôt comme ça. Et donc, comment je fais pour qu'il y ait contact? Est-ce que je peux le faire sans contact? Et la réponse est non. Hein. S'il n'y a pas les aimants, en fait, on arrive à le déclencher, mais il vous dit, il y a un obstacle qui gêne ou votre portail est ouvert alors qu'il est fermé. Donc, c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, le système part du principe, comme c'est un garage, il vous donne la liste des fournisseurs de portes de garage. Bon, ça va. Et il vous dit choisir. Moi, c'était pas un garage, donc du coup, les fournisseurs, c'est des fournisseurs français, donc ils n'y étaient pas non plus. Donc, c'est là où ils m'ont beaucoup aidé parce que, en fait, ils m'ont dit, et c'est la piste pour vous qui avez un portail électrique,
Si un portail, normalement, il est branché sur le courant et il y a une télécommande. Donc, qui permet de le déclencher. Donc, j'ai la télécommande par là, mais je vais pas vous la montrer parce que ça sert à rien. Donc, l'astuce, c'est de dire, si votre portail est équipé d'un système avec une clé, parce que en plus de la télécommande, généralement, ils ont prévu un mécanisme avec une clé de façon à pouvoir l'ouvrir localement si la télécommande n'a plus de pile ou des choses comme ça. Bon, si c'est le cas, vous êtes sauvé parce qu'en fait, on va utiliser ces deux contacteurs parce que généralement, ce truc à clé, on le met pas parce que ça peut être aussi une façon de dire, est-ce qu'on peut pirater la clé ou pas. Bon, généralement, les gens ne l'utilisent pas et puis c'est un montage supplémentaire. Donc, il suffit d'aller voir dans le schéma de montage où vont les deux fils du contacteur clé, mettre à la place les deux fils du Meros. Et puis c'est tout. Ils s'enregistrent dans HomeKit, il est Wi-Fi. Et du coup, non seulement ça marche avec l'application maison, mais ça marche avec Siri, ça marche dans CarPlay, ça marche partout où HomeKit fonctionne. Donc en fait, ça géolocalise même la position de la voiture par rapport à la maison, mais pour des raisons de sécurité, Apple ne déclenche pas l'ouverture automatique comme pourraient le faire d'autres systèmes. Il demande votre avis et il vous le demande sur votre iPhone parce que si jamais quelqu'un vous a volé la voiture, il faut pas qu'il puisse rentrer chez vous sans que vous le sachiez. Donc il vous dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'ouvre votre portail? Ou alors, sinon, dès qu'on s'approche de la maison, qu'on est devant le portail, on lui dit, machin, ouvre le portail. Et là, ça s'ouvre et c'est magique et ça se referme et tout. Donc c'est vraiment superbe. Et l'avantage, c'est qu'il existe des kits d'ouverture de portail HomeKit en France, il suffit de faire une recherche Google, mais ça coûte très cher. Un kit Meros, ça coûte 30 €. Un autre kit d'ouverture, pour ça peut coûter 300 €. Donc pour 30 €, si vous avez votre prise pour clé dans l'installation, ça marche sur des installations Somfy, ça marche sur des installations Addix. Bon, je dis ça pour ceux qui ont un portail, ils savent de quoi je parle. Et puis c'est super simple à installer, vraiment super simple, et ça marche nickel à tous les coups. Mon seul regret là-dedans, c'est que Apple dit que c'est un garage, donc il vous fait une icône d'un garage qui s'ouvre, et du coup je l'ai appelé portail, donc au lieu de lui dire ouvre le garage portail, je lui dis ouvre le portail, comme c'est le nom, il l'ouvre. Mais la petite animation n'est pas la bonne. Il y a d'autres applis, à part Home, qui permettent de choisir le type donc de device HomeKit, et donc là on aurait pu mettre, je crois que Eve permet de le faire, l'application Eve, on aurait pu mettre une icône de portail et on aurait eu l'animation du portail qui s'ouvre. Mais ça je m'en fiche parce que je regarde pas l'icône, moi ce que je veux c'est que ça marche, que ça se referme, et en plus on a une notification, et ça des fois c'est quand vous avez plusieurs personnes, c'est pratique parce que vous êtes au bureau et je sais pas, quelqu'un de vos enfants, quelqu'un ouvre le portail, si c'est vous l'utilisateur principal, vous avez une notification, le portail est ouvert. Et donc là, vous pouvez regarder par la caméra, mais qui est-il chez moi? Et donc voilà, donc ça marche vraiment très très bien. Donc merci les garçons, et j'espère que l'un ou l'autre viendront un jour dans iWeek nous expliquer ce qu'ils font, parce que je suis sûr qu'ils font plein d'autres choses en HomeKit, donc on les invitera pour nous parler de leurs expériences de domotique et de HomeKit, et je pense que ça peut être très intéressant. C'est une bonne idée pour François aussi, ça. On peut être des copains de jeu. François pilotera le projet, bien entendu, parce que à chaque fois je lui pique avec son accord sa rubrique, donc ce sera François qui pilotera tout ça. D'accord. Mais attends, je pose une deuxième question, peut-être complètement idiote, mais juste pour être bien clair. Ce n'est pas le moteur qui fait monter ou descendre la porte du garage, on est d'accord, hein? Non, c'est le phénomène avec des bras articulés qui ouvrent le portail de la maison, et il y a un panneau de contrôle, et en fait on vient piquer juste deux fils qui balancent une impulsion, et après c'est le système, c'est comme si vous aviez tourné la clé ou appuyé sur la télécommande, donc les capteurs infrarouges qui vérifient qu'il n'y a rien qui bloque le passage fonctionnent, le timer qui fait que le portail se referme fonctionne, etc. C'est juste, on a donné une impulsion d'ouverture ou une impulsion de fermeture. Donc c'est pour ça que ça reste relativement simple. C'est le même principe en fait qu'avec les volets connectés, etc. Il faut juste que le système soit électrifié de base, et après vous avez juste des fils à raccorder. Une fois que les fils sont raccordés, c'est bon. Mais il faut que le système soit électrifié, évidemment, sinon ça fonctionnera pas. Oui. J'ai eu un peu peur, j'ai eu un peu peur parce que quand on ouvre ce panneau de contrôle, moi qui bricole pas ce genre de choses, et que vous avez 15 fils avec des tas de terminaux et tout, et j'ai dit mais je branche ça où? Est-ce que je vais tout faire sauter? Mais non, en étant un peu prudent, en coupant les disjoncteurs à chaque fois et tout.
ça marche. Et j'ai même réussi à mettre les petits aimants d'un côté et de l'autre du portail, ce qui fait que quand il s'ouvre, évidemment, les aimants se séparent. Et quand le portail se ferme, les aimants se touchent. Et donc, du coup, tout marche nickel. Voilà. Génial. J'étais très fier d'avoir réussi à bricoler ça. Hein. Mais grâce à eux Élie. en particulier. Bravo, Élie. Puis François, voilà, tu pourras enchaîner sur le test d'Élie le jour où tu seras dans la même configuration que lui. Voilà. J'ai hâte. On se retrouve dans une poignée de secondes pour 2 tutos audio pour le prix d'un. À tout de suite. Le tuto audio dans A-Week, la semaine Apple, le podcast. Cette semaine, 2 tutos audio parce qu'ils sont vraiment très courts et très simples. On va commencer par la mise à jour du HomePod mini. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez acheté un ou plusieurs HomePod mini, moi j'en ai 3, et vous n'avez encore jamais eu l'occasion de les mettre à jour, parce que je crois qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis qu'ils sont sortis. Si. Bon, en tout cas, moi je ne les avais pas vus. Si. Mais comme on vous dit dans A-Week qu'une mise à jour est dispo, vous vous dites, mais comment on fait pour mettre à jour un HomePod mini? C'est là que le tuto audio, cette invention géniale qu'on doit à nous, et qu'on a déposée dans le monde entier, intervient. Alors, ne cherchez pas d'appli HomePod, ni de menu dédié dans les réglages. En fait, quand on y pense, c'est logique, mais encore faut-il y penser. Pour mettre à jour votre HomePod mini, ou plutôt pour vérifier qu'il est bien à jour, il faut ouvrir l'appli Maison. Oui. Et oui, parce que c'est du HomeKit, c'est de la domotique. Alors, vous êtes dans l'appli Maison, elle est ouverte. Vos HomePod apparaissent normalement dans le bas de votre écran, chacun dans son petit carré, sous accessoires favoris. Alors, ne cliquez pas dessus, mais cliquez plutôt dans le coin supérieur gauche sur l'icône de la maison. Ce qui n'est pas logique, hein. Non. Ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique du tout, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, vous cliquez sur l'icône de la maison en haut à gauche, vous déroulez le menu et vous cliquez sur Réglages de la maison. Dans le bas de la fenêtre qui apparaît, vous apercevez Mise à jour logiciel HomePod et une flèche à droite. Vous cliquez sur cette flèche, une deuxième fenêtre s'ouvre. Elle devrait vous confirmer, voilà, François nous montre cet écran. Cette fenêtre devrait vous confirmer que tous les accessoires sont à jour, mais ça n'arrive qu'à condition que, juste en dessous, la case devant HomePod et sous mise à jour automatique soit cochée, soit verte. Si ça n'est pas le cas, vous cliquez dessus une fois, elle passe en vert et vous activez les mises à jour automatiques. Comme ça, vous serez rassuré et vos HomePod mini seront mis à jour de manière quasi instantanée. Vous verrez d'ailleurs une sorte de halo blanc qui va tourner pendant quelques secondes le temps que la mise à jour se charge sur votre HomePod mini. Alors on passe maintenant au deuxième tuto audio, cette fois sur la nouveauté dont on parlait tout à l'heure dans iOS 14.5 ATT, à savoir la transparence du suivi des applications. L'objet, c'est ce qui fait le cœur de la pub ciblée, la fuite de vos données perso avec captation et revente par un tiers sans votre consentement. Concrètement, tout développeur d'appli qui partage vos données avec un tiers doit désormais obtenir votre accord. Si vous activez cette fonction, vous serez bientôt confronté à des écrans qui vous donnent 2 choix pour chaque appli concernée. Soit demander à l'appli de ne pas vous suivre, ou alors accepter que l'appli récupère vos données pour les revendre. Et donc, si vous voulez activer cette fonction, ou si vous voulez vous assurer qu'elle est bien activée par défaut, il faut aller dans les réglages de votre iPhone ou de votre iPad sous iOS ou iPadOS 14.5. Et donc, si vous voulez activer cette fonction, ou si vous voulez vous assurer qu'elle est bien activée par défaut, il faut aller dans Réglages sous iOS 14.5, puis dans Confidentialité, puis dans Suivi. Vous tombez sur un bouton qui normalement est coché et en vert. Si c'est le cas, toutes les applis concernées par la récupération de vos données perso devront désormais obtenir votre consentement au préalable. Mais le fait de cocher cette case fait qu'elles pourront au moins vous poser la question d'accepter ou de ne pas accepter. Si vous décochez la case, et donc si vous l'inactivez, elles ne pourront même pas solliciter votre permission, et donc vous refuserez par défaut toute la fuite de données vers ces boîtes qui en font commerce. Et donc en activant le bouton et en le mettant en vert,
vous acceptez l'idée que vous verrez apparaître des écrans qui vous diront, en gros, êtes-vous d'accord ou pas ? Et vous pourrez dire oui ou non. Si vous désactivez, si le bouton est grisé, s'il est inactif, vous n'aurez même pas ces fenêtres d'alerte et les applis ne pourront pas récupérer vos données. Alors, quelle sera la conséquence pour Facebook et pour les entreprises sur le même modèle de ce blocage en amont sur lequel vous avez la main pour la première fois ? On ne sait pas, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on y est. Et comme tu le disais, François, tout à l'heure, Apple a demandé à ce que toutes les apps intègrent ATT. Ça va prendre un certain temps. Il y a sans doute une tolérance d'Apple pendant quelques semaines, mais à terme, le risque, c'est d'être banni de l'App Store pour les apps qui ne le respectent pas. Facebook et les autres ne vont donc pas avoir le choix. Il va falloir intégrer cette fonction dans leurs apps. Et nos confrères américains d'Aimor ont fait un sondage pour savoir si les utilisateurs allaient cliquer sur tel ou tel bouton. Et bien, dans 71% des cas, ils empêcheront l'app de traquer leurs données. Il n'y a que 3% de ceux qui ont répondu qui sont prêts à donner leur accord. Ça va donc sans doute avoir un impact assez considérable sur le business model de ces entreprises. On peut les citer d'ailleurs les trois. Hein. Il y a Mark Zuckerberg, Oui, c'est ça. Jeff Son cousin, Bezos, sa femme, c'est ça. Merci d'avoir été au rendez-vous de cet épisode 36. Merci les garçons, Élie, François. avec plaisir, comme d'habitude. C'était sympa de vous retrouver comme toutes les semaines. d'habitude. Ah ouais, grand plaisir. Chers amis internautes aussi, grand plaisir de passer ce moment avec nous. Salut aussi très amical à nos contributrices et contributeurs sur Patreon, patreon.com/iWeek. Allez-y pour nous soutenir et pour nous aider à continuer et à développer iWeek. Merci aussi à iCreate, notre nouveau partenaire, et oui, le pouce levé, pour Patreon et pour iCreate. Courez l'acheter, le nouveau numéro chez votre marchand de journaux ou en numérique sur iCreate.fr. La couve, plus loin avec iCloud. Et dedans, vous retrouverez aussi ma trombine et ma chronique sur Tim Cook, bientôt en mode Camping Paradis. Pour comprendre, il faudra la lire, cette chronique. Apple Podcast, écrivez un avis sur iWeek, la semaine Apple le podcast. Vos mots bien à vous, bienveillants et sympas pour donner envie aux autres de nous rejoindre. Mettez-nous aussi une note 5 étoiles, c'est super important et ça nous fait très très plaisir. Et puis suivez-nous sur Twitter avec le compte iWeek News. Likez et retweetez-nous, on a aussi besoin de vous pour nous aider à faire diffuser nos messages. Profitez de Twitter pour nous interpeller tout au long de la semaine avec le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. Et puis followez-nous aussi sur Instagram, @iweek.news et sur Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 37. On sera le 6 mai 2021. D'ici là, la version vidéo sur la chaîne YouTube d'iWeek. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode arrive. Prenez bien soin de vous, de celles et de ceux que vous aimez. Salut Élie, salut François, salut aussi à nos amis Jean-Christophe Vigne et Gilles Dounès à qui on pense. Passez une très très bonne semaine. Vive iWeek et salut à tous!